Arrête de taper, tu vas la casser. T'as vu ça? Elle s'est arrêtée. Bonsoir, peuple de Londres. Veuillez tout d'abord m'excuser d'interrompre. Quelle a d'urgence? J'apprécie tout comme vous le confort rassurant de la routine quotidienne, la sécurité enveloppante d'un environnement familier et la quiétude de la répétition. Pauvre con. Il n'y a aucune différence entre vous et moi. Mais concernant la commémoration des événements importants de notre histoire, associés la plupart du temps à la mort de quelqu'un ou à un conflit meurtrier et barbare, et fêtés par quelques jours de congé, j'ai pensé que nous pourrions commémorer ce 5 novembre, une date qui malheureusement est tombée dans l'oubli, en prenant sur notre emploi du temps, en nous asseyant et en parlant, vous et moi. Il existe bien sûr certaines personnes qui refusent que nous en parlions. Je dois réfléchir. Je suppose même que des ordres ont déjà été hurlés dans des téléphones et que des hommes armés seront bientôt en route pour venir m'arrêter. Le chancelier Sutler. C'est la merde. Et pourquoi? Parce que si nos dirigeants communiquent avec nous par des volées de coups de matraque, ils savent que les mots sont des armes bien plus redoutables. Les mots nous donnent l'accès à la compréhension et à ceux à qui ils sont adressés à l'établissement de la vérité. Et la vérité, comme vous le savez, n'est pas l'apanage de notre gouvernement actuel. Monsieur, vous vouliez un studio à l'épreuve des balles et qui puisse couvrir la totalité de la ville. Cruauté et injustice, intolérance et oppression. Alors que vous aviez le droit de vous exprimer avec une totale liberté de parole et de pensée, aujourd'hui, le pouvoir vous surveille nuit et jour, contraignant votre conformisme et sollicitant votre soumission. Il nous faut des caméras. Comment en sommes-nous arrivés là? À qui la faute? Il y en a bien certains qui sont plus responsables que d'autres, et ceux-là devront rendre des comptes. Mais pour être honnête, si vous cherchez les coupables, regardez-vous dans un miroir. Je connais vos raisons. Je sais que vous aviez peur, c'est légitime. La guerre, la terreur, la maladie. Devant une telle myriade de problèmes, la raison se fait rapidement altérer et nous perdons vite tout sens commun. La peur a guidé vos actions et dans votre détresse, vous vous êtes tourné vers le grand chancelier Adam Sutler. Il vous a promis l'ordre, il vous a promis la paix et il n'exigeait en retour que votre silence et votre consentement docile. Inspecteur, ils ont presque fini. La nuit dernière, j'ai cherché à rompre ce silence. La nuit dernière, j'ai fait exploser le Old Bailey pour que ce pays se souvienne de ce qu'il a oublié. Il y a plus de 400 ans, un citoyen remarquable a voulu graver à jamais la date du 5 novembre dans nos mémoires. Son intention était de rappeler au monde que l'équité, la justice et la liberté n'étaient pas que des mots, mais les pierres angulaires d'une société. Donc, si vous ne souffrez de rien, si les crimes de ce gouvernement vous ont laissé indifférent jusqu'à ce jour, alors vous seriez en droit de refuser toute commémoration en date du 5 novembre. Mais si, par contre, vous voyez ce que je vois, si vous ressentez ce que je ressens, et si vous désirez ce que je désire, alors je vous demande de vous joindre à moi dans un an, jour pour jour, devant les portes du Parlement. Et alors, tous ensemble, nous leur ferons vivre un 5 novembre que ni le monde ni eux ne pourront oublier.
citoyens européens libres. Il est temps de vous unir contre la superpuissance financière qui sans le peuple n'aurait rien. Tout cela est dû à l'argent et ceux qui en veulent toujours plus. Unissons nos forces pour changer le fonctionnement de la société. En ce qui concerne ArcelorMittal, il se passe en ce moment Florange ce qu'il se passait il y a un an à Liège, dans un an ou moins, une fois que les installations chaudes de Florange seront éteintes définitivement. Mittal ne se gênera pas pour procéder exactement comme à Liège. Les salariés de Florange sont divisés entre les chocondonneurs et le froid qui pensent avoir un avenir. Regardez en Belgique, tout est dit. Regardons maintenant la fondation de l'Europe vue par son père. Six pays d'Europe, Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas, les industries du charbon et de l'acier sont aujourd'hui liées par une solidarité de production et de travail. Dans six capitales, un grand dessein politique a pris corps, celui d'accomplir l'unité européenne par des voies pacifiques. La communauté européenne du charbon et de l'acier est la première réalisation concrète dans cette marche vers les États-Unis d'Europe. L'histoire de cette communauté a commencé le 9 mai 1950 par une proposition surprenante. Se faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. C'est pourquoi, poursuit M. Schuman, le gouvernement français propose de porter immédiatement l'action sur un point limité mais décisif. Il propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune dans une organisation ouverte à la participation des autres pays. Commun des productions de charbon et d'acier assurera immédiatement l'établissement de bases communes de développement économique, première étape de la fédération européenne. Toute guerre entre la France et l'Allemagne deviendra non seulement impensable, mais matériellement impossible. Proposition véritablement révolutionnaire retentit aussitôt à travers l'Europe. Les
gouvernements allemands, italiens, belges, néerlandais et luxembourgeois répondent immédiatement à l'appel français. 2 mois après, ils se réunissent à Paris pour élaborer un projet de traité. Et 10 mois plus tard, au Quai d'Orsay, les 6 puissances signent le traité. À de larges majorités, les parlements des 6 pays signataires ratifient le traité. Ils décident, au nom des peuples, de confier à une autorité indépendante des États certains pouvoirs dont ils avaient jusqu'alors l'exercice. La première institution européenne était née. La nouvelle de la ratification se répandit à travers le monde. En effet, pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, plusieurs peuples autrefois divisés acceptaient de se soumettre à des règles communes. Un grand espoir venait de naître. Cette solidarité nouvelle de production et de travail entre 6 peuples d'Europe allait être le fragment d'une véritable communauté de plus de 150 millions d'hommes. La ville de Luxembourg fut choisie par les États participants comme siège des institutions nouvelles. C'est dans ce cadre paisible que se prennent désormais des décisions qui intéressent chacun d'entre nous. Le 10 août 1952, la haute autorité entre en fonction. La tâche qui nous est confiée par le traité est lourde. Nous devons établir et maintenir un marché unique du charbon et de l'acier sur tout le territoire de la communauté. Il s'agit, poursuit M. Monet, de recréer ce bassin naturel dont les hommes ont arbitrairement morcelé l'unité et limité le développement. Ce bassin, par la densité de ses ressources minières et de ses installations industrielles, constitue un ensemble unique au monde. Nous ne sommes qu'au début de l'effort que l'Europe doit faire pour connaître enfin l'unité, la prospérité et la paix. Les institutions de la nouvelle Europe, à cet instant, prennent le grand départ. La haute autorité, exécutif composé de 9 membres, dont les présidents ont été successivement messieurs Jean Monnet et René Meyer. L'Assemblée commune, réunie ici à Strasbourg, contrôle l'action de la haute autorité. Au nom des parlements qui l'ont élue, elle garantit le caractère démocratique de la communauté. Elle peut, par son vote, renverser la haute autorité. La Cour de justice, véritable Cour suprême, assure le respect du traité contre tous les abus de pouvoir. Aucune décision importante de la haute autorité ne peut être prise sans consultation préalable du comité consultatif, groupant producteurs, consommateurs et travailleurs. Les travailleurs sont étroitement associés à l'action de la communauté. Le Conseil de ministres est l'organe de liaison entre la haute autorité et les gouvernements. Ces réunions permettent d'harmoniser l'action de la communauté et la politique économique des États membres. Toutes ces institutions assurent une confrontation permanente des opinions et des intérêts de chacun. Un esprit nouveau règne, l'esprit européen. Dès l'entrée en fonction de la haute autorité, les États-Unis et la Grande-Bretagne envoyaient auprès d'elle des représentations diplomatiques. Bientôt, l'Angleterre allait faire davantage et signer un traité d'association. Parallèlement, la liste des pays représentés à Luxembourg s'allongeait. Le Danemark, la Suède, la Suisse, la Norvège, l'Autriche et le Japon envoyaient à leur tour des délégations. La communauté n'est pas renfermée sur elle-même, elle vit à l'heure du monde. Ces images trop familières d'une Europe morcelée, divisée, hérissée de barrières, la communauté, en quelques mois, les a fait disparaître pour le charbon et l'acier.
L'établissement d'un passeport européen symbolise cette nouvelle Europe sans frontières. Le 10 février 1953, un premier train de charbon européen, suivi 3 mois après d'un premier train d'acier, franchissait librement les frontières abolies. Le marché commun du charbon et de l'acier devenait une réalité. De nouveaux courants d'échange allaient désormais pouvoir s'établir à travers l'Europe. Nous tous, Allemands, Belges, Français, Hollandais, Italiens et Luxembourgeois, devenons Européens. Il n'y aura plus de charbon allemand ni d'acier français, mais du charbon et de l'acier européen circulant entre nos pays librement, comme dans un même pays de 155 millions de consommateurs, aussi nombreux qu'aux États-Unis et en Union soviétique. Cette nouvelle Europe a maintenant affirmé solidement son crédit. Son action se fait sentir dans la vie de tous les jours. Elle aide les entreprises à promouvoir un vaste programme de modernisation et de progrès social, l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, leur réadaptation en cas de reconversion et la réalisation d'un plan important de construction de maisons ouvrières. Les échanges de charbon et d'acier ont doublé. Des milliards d'économies ont été réalisées sur les transports. La production s'est développée, rendant possible le maintien des prix à leur niveau le plus bas. Ainsi, l'expansion économique, l'intérêt du consommateur et la sauvegarde de la paix vont de pair. Ce qui est en train de réussir pour le charbon et l'acier doit être poursuivi jusqu'à son aboutissement. Les États-Unis d'Europe. L'unité des peuples européens est le grand espoir et la chance de notre époque. Si personne ne se soulève, les actes anti-peuple vont s'enchaîner encore et encore. Il n'est pas normal que quelques personnes se partagent des richesses énormes pendant que d'autres meurent de faim. Depuis le 1er décembre 2012, le gouvernement français fait taire les médias. Le gouvernement belge avait fait de même, se cachant derrière un accord transparent. Même chose en France. Les intentions de Mittal sont claires. Vider l'Europe de ses usines de production, point de transformation, pour faire tourner ses usines du guerre. Monde et fixer des prix comme il le souhaite. L'esclavage c'est fini, l'Europe n'a pas d'avenir dans ce chemin-là. Nous condamnons cet agissement et appelons au rassemblement, au soulèvement du peuple pour nouer un avancement pour l'emploi et non pour l'argent. Il est temps que les politiques arrêtent de promettre et d'oublier aussitôt leurs promesses quand ils sont élus. Révoltons-nous. Music. He was Edmond Dantes, and he was my father, and my mother, my brother, my friend. He was you, and me. He was all of us.
the man and what he meant to me. Nous sommes Anonymous, nous sommes Légion, nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas, redoutez-nous.